Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire du Hub Francia organisé avec DreamQuark. Le Hub Francia, comme vous savez, a pour mission d'accélérer l'utilisation de l'IA par ses membres. Nous sommes une association à but non lucratif qui offre à nos membres ce cadre neutre commercialement, technologiquement, pour créer ensemble des projets d'IA. Et DreamQuark est une des startups du Hub et va nous expliquer aujourd'hui comment résoudre les cas d'usage les plus importants de la banque et l'assurance grâce à l'IA responsable. En particulier, avec son partenaire Atos, ils partageront un retour d'expérience sur la mise en place d'un moteur de recommandation de produits d'investissement soutenables. Donc, nous sommes vraiment au cœur des préoccupations de ce monde post-Covid. Je vous laisse la parole, Nicolas Méric. Bonjour à tous, merci beaucoup Gaël, merci beaucoup au Hub Francia de nous avoir permis de faire ce webinaire aujourd'hui. Effectivement, donc l'idée c'était de faire pour le secteur de la banque et de l'assurance une revue des enjeux actuels autour de l'intelligence artificielle, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ce secteur, j'y reviendrai un petit peu après. Et puis, on vient de vivre un moment important. Je pense que dans ce moment important qu'on vient de vivre, les enjeux post-crise vont être effectivement autour de l'accélération de la transition digitale, de l'utilisation de l'intelligence artificielle, et puis de la transition énergétique, transition écologique, qui sont des enjeux forts. Et je crois véritablement que l'intelligence artificielle va être clé pour accélérer cette transition, clé pour accélérer cette transition digitale. Et donc, c'est un outil maintenant qu'il faut prendre en main. Alors, il a déjà été pris en main, sauf que de nouveaux enjeux ont émergé et l'idée, c'est de traverser ces enjeux et de montrer comment DreamQuark aide aujourd'hui ses clients en banque assurance à adresser ces enjeux. Et on ne le fait pas seul, parce qu'on le fait avec des partenaires. Donc, aujourd'hui, autour de moi, j'ai Jérémy Abitboul, qui est Chief Data Science Officer. Je lui ai laissé la parole rapidement pour se présenter. Et puis aussi Franck Coinon, d'Atos, avec qui on travaille maintenant depuis quelques temps et on reviendra un peu plus tard sur cette collaboration, une collaboration réussie et qui peut créer encore plus de valeur pour nos clients communs. Donc, je laisse la parole à Jérémy rapidement et puis ensuite à Franck pour se présenter. Bonjour, Jérémy Abitboul, je suis Chief Data Science Officer chez DreamQuark et avec Nicolas sur ce projet depuis un peu plus de 4 ans maintenant, avec vraiment l'idée d'apporter l'IA aux utilisateurs, au plus grand nombre possible, et toujours avec cet objectif d'avoir une IA qui soit, on va le voir, la plus responsable possible, le plus transparent possible, et aujourd'hui aussi avec la focalisation sur tout ce qui est développement durable, donc on va y revenir aussi dans la démo. Et donc Franck ? Oui, donc Franck Coinon, donc moi je travaille chez Atos au niveau en fait du marché banque assurance. Et je m'occupe en fait du portefeuille de solutions pour ce marché-là au niveau du groupe et également en fait de la partie innovation. Et je suis également responsable en fait de la collaboration avec les startups dans ce domaine. Merci beaucoup. Donc, l'idée maintenant, c'est de passer donc sur cette présentation et puis de commencer peut-être par un chiffre qui est parlant. C'est que on s'aperçoit qu'aujourd'hui, selon Gartner, 85% des projets d'intelligence artificielle n'apportent pas les résultats auxquels on s'attendrait, en particulier à cause des biais. Alors, il y avait déjà des chiffres un petit peu précédents qui étaient 80% des projets ne passent pas en production. Et donc, on s'aperçoit que les projets qui passent en production n'apportent pas autant de résultats qu'il le faudrait à cause justement des biais. Et donc, maintenant, il faut arriver à adresser ces problématiques et ça passe par des solutions, ça passe par une nouvelle façon de penser l'IA et ça passe aussi par beaucoup de formation et je vais y revenir un petit peu dans la suite. Alors, rapidement, avant de présenter le reste de la présentation, donc pour DreamQuark, DreamQuark, nous on est un fournisseur de logiciels. On a développé une solution qui s'appelle Brain, qui permet justement d'accélérer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le secteur de la banque. Et nous, on a pris un parti qui est un petit peu différent de beaucoup d'acteurs qui s'adressent avant tout aux utilisateurs techniques. C'est que nous, on a choisi de s'adresser aux utilisateurs métiers, d'être un acteur clé dans la démocratisation de l'intelligence artificielle et donc de leur fournir une solution très automatisée
qui va leur permettre de résoudre rapidement leurs problématiques métiers. Et donc, on a mis un gros accent sur l'expérience utilisateur dans cette solution, sur l'automatisation. Et surtout, on met au cœur de cette solution les sujets autour de l'intelligence artificielle responsable. Et on a une roadmap très ambitieuse sur ces sujets d'intelligence artificielle responsable. Peut-être, puisque je parle d'intelligence artificielle responsable, revenir un peu sur ce qu'est l'intelligence artificielle responsable. Alors, l'intelligence artificielle responsable, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup parce que c'est au cœur de la stratégie européenne du développement de l'intelligence artificielle. On a vu autour du monde différentes stratégies émerger. La France a été précurseur avec le rapport Villani, et puis ensuite, d'autres pays ont structuré leur stratégie. L'Europe a mis en place un High Level Expert Group autour de ce sujet qui a sorti, on va dire, 7 piliers autour de l'intelligence artificielle avec un focus sur cette intelligence artificielle responsable. Alors, intelligence artificielle responsable, il y a plusieurs termes qui veulent dire à peu près la même chose, on va dire à peu près, parce qu'il n'y a pas la même définition et je pense que tout le monde ne s'accorde pas encore sur une définition commune, mais on va mettre dans cette intelligence artificielle. L'Europe parle de Trustworthy AI, intelligence artificielle de confiance, il y a Trusted AI, il y a aussi Ethical AI. Donc, c'est différents termes qui parlent à peu près des mêmes concepts. J'ai préféré mettre l'accent sur ce qui est au cœur de la stratégie européenne, puisque avant tout, on est en Europe et donc c'est important de mettre en avant ce qui va être structurant pour un certain nombre de secteurs et le secteur financier en particulier. Donc là, dans cette stratégie européenne, les 7 piliers sont les suivants. Alors, il y a un premier pilier autour de la donnée, avec, en termes de valeur européenne, je pense que tout le monde s'accorde à dire que la privacy est clé. On a déjà eu une première réglementation autour du GDPR, et puis au-dessus de ce GDPR, où on intègre la privacy, mais après aussi la sécurité des données. Il y a l'enjeu de la gouvernance des données. Donc, comment au sein de l'entreprise, différentes unités, différents profils peuvent accéder à ces données, comment on structure ces données, comment on fait en sorte que ces données soient accessibles au sein de l'entreprise, avec bien sûr aussi des enjeux autour de la qualité des données, de la gestion du cycle de vie de cette donnée, puisqu'une donnée se périme et on verra un petit peu plus tard aussi quel est l'impact sur l'intelligence artificielle de l'évolution de ces données. En tout cas, il y a des premiers enjeux forts autour de la donnée. Je pense que les grands acteurs ont tous structuré leurs données. On voit que maintenant, ça doit aller plus largement sur cette structuration de données et que ça reste un frein aujourd'hui à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les grandes entreprises qui sont toujours embarquées dans ces sujets de préparation de leurs données, de gouvernance et d'amélioration de la qualité de la donnée. Dans un second temps, l'enjeu qui est le deuxième pilier, c'est un pilier un peu plus technique où en fait ce qu'il va y avoir, donc c'est un enjeu donc de robustesse et de safety, donc une problématique autour de la gestion de la précision du modèle, la précision d'un modèle étant extrêmement importante, être en mesure aussi de s'assurer que cette précision, elle est réelle une fois que le modèle est en production, c'est extrêmement important. Donc la précision, alors il y a plusieurs termes autour de la précision. Souvent, on utilise des métriques en machine learning qui sont les courbes, si on fait de la classification binaire, la courbe ROC, qui va permettre de voir quelle est cette performance de son modèle. Il y a un enjeu aussi autour des biais. On voit que lorsqu'on ne prend pas de la bonne façon les données, lorsque ces données elles-mêmes sont biaisées, ces biais vont se traduire dans les modèles qui vont être construits. Et donc, à la fin, on va avoir des décisions qui sont prises qui semblent être pertinentes, mais on va se percevoir que lorsqu'elles seront confrontées à la réalité, les décisions prises ne seront absolument pas bonnes et donc elles ne se traduiront pas en un retour sur investissement pour les acteurs. Ensuite, il y a un enjeu aussi d'avoir les bons modèles pour les bonnes problématiques. Donc, c'est d'avoir identifié quelle est la problématique que l'on veut résoudre, puis avoir ensuite un processus de manière à s'assurer que le modèle qu'on construit répond bien à la problématique. C'est très facile en intelligence artificielle d'avoir un modèle qui tape un petit peu à côté et qui, de ce fait, apporte pas le retour attendu parce qu'on n'a pas bien conçu ce qu'on voulait prédire. Par exemple,
comment ce modèle s'intégrait dans une chaîne plus large. Et donc, c'est important de penser ça très en amont. Et puis ensuite, il y a toute la gestion du cycle de vie des modèles. Le troisième pilier, c'est un pilier autour de la transparence. La transparence est extrêmement importante. C'est être en mesure de donner aux utilisateurs de cette intelligence artificielle une vision sur toutes les étapes qui ont amené à la construction d'un modèle d'intelligence artificielle, notamment quelles données ont été utilisées, comment ces données ont été transformées, quel a été le processus de création du modèle. Et puis, le deuxième enjeu autour de la transparence, c'est une fois qu'on a le modèle qui est utilisé, comment sont prises les décisions par ce modèle. On voit que sur les algorithmes les plus complexes, aujourd'hui, il y a des enjeux autour de l'explicabilité. C'est des modèles où il est difficile d'expliquer les décisions. Et donc, on a un enjeu très fort aussi dans le secteur financier, puisque le secteur financier, si on octroie un prêt, si on fournit ou non une assurance à quelqu'un, il peut y avoir des enjeux sur la vie de cette personne. Donc, c'est extrêmement important d'être en mesure d'expliquer. Et aussi, l'explication va créer de la confiance, va permettre aux utilisateurs métiers d'adopter ou non une intelligence artificielle, s'ils comprennent ou non comment les décisions sont prises. Ensuite, il y a l'enjeu de la diversité. La diversité est forte. Alors, on en parle, c'est un enjeu, je pense, encore plus saillant aujourd'hui. On le voit au travers du monde, c'est l'enjeu d'égalité, de diversité. Et on parle beaucoup de fairness en intelligence artificielle. C'est la capacité à avoir un algorithme qui va traiter de la bonne façon chaque individu, et des individus qui doivent être traités. Alors, on peut se dire qu'il y a si deux personnes, par exemple, ne gagnent pas le même salaire, on ne va pas leur accorder le même niveau de prêt. Mais par contre, si on a un homme, une femme ou une personne de personnes de nationalité différentes, on va vouloir, si elles gagnent le même salaire, qu'elles aient accès au même niveau de prêt. Et donc ça demande de pouvoir traiter la donnée. Et c'est très facile d'intégrer des biais de ce type dans les modèles. Et donc, il faut avoir des outils pour les corriger. Ensuite, il y a 3 autres enjeux qui sont des enjeux que je mets à part, puisque là, c'est des enjeux un petit peu supérieurs. C'est comment, on va dire, une fois que l'intelligence artificielle est mise en place, comment on va pouvoir garder le contrôle. Donc, garder le contrôle sur cette intelligence artificielle, ça demande d'avoir des processus pour auditer plus tard, pour s'assurer qu'on peut reproduire facilement les résultats, pour s'assurer qu'on va pouvoir aussi, s'il y a une décision est prise, agir a posteriori. Donc, par exemple, dans le crédit, le médiateur du crédit peut avoir un rôle à jouer si une décision est prise et puis qu'on n'est pas en mesure, parce qu'elle a été automatisée, de la faire changer. Il faut avoir la possibilité de faire changer une décision qui est prise par un algorithme. Ensuite, il y a l'enjeu du contrôle aussi qui est où intervient l'humain. Est-ce que c'est tout automatisé ou est-ce que l'humain est impliqué dans le processus? Et puis, à la fin, cet enjeu qui est maintenant très fort, c'est l'enjeu de la transition énergétique, s'assurer aussi que l'intelligence artificielle, et on voit que cette intelligence artificielle, plus elle va être utilisée, et c'est un enjeu de la transition digitale, ça consomme énormément d'énergie. Donc, comment on fait des intelligences artificielles qui restent avec une consommation énergétique modeste et qui, en même temps, accélèrent la transition énergétique. Donc, ça, c'est les enjeux forts pour l'Europe, les 7 piliers clés du développement de l'intelligence artificielle. Et donc, ça vous donne une vision, j'espère, de ce qu'est l'intelligence artificielle responsable, qui est au cœur de la stratégie de DreamQuark depuis le début de l'entreprise. Alors, je vais stopper sur la partie responsible AI, IA responsable, pour revenir maintenant sur le secteur financier, parce que si on utilise de l'intelligence artificielle, c'est pour adresser un certain nombre de cas d'usage. Et donc, j'ai voulu mettre un petit peu une vision sur quels sont les cas d'usage que nous pensons avoir de la valeur dans cette période pour accélérer la génération de revenus, pour générer des économies au sein des banques et leur permettre d'être plus résilientes dans cette phase post-crise. Donc, j'ai séparé en 6 catégories. Il y en a potentiellement plus. Il y a des enjeux RH, des enjeux opérationnels. J'ai voulu mettre un focus parce qu'on ne peut pas parler de tout en 1 heure. J'ai déjà parlé beaucoup. Donc, l'idée, c'était de mettre un petit peu 6 catégories qui peuvent être ensuite échangées, adaptées à vos besoins. Mais en tout cas, voilà, les enjeux, là où je vois une vraie valeur, c'est autour des ventes et du marketing, où il y a des enjeux de personnalisation, des enjeux d'upsell, des enjeux de cross-sell,
il y a des enjeux d'optimiser avec l'intelligence artificielle l'efficacité de campagne marketing. Ensuite, il y a un enjeu d'expérience client, où on peut accélérer un certain nombre de processus grâce à l'intelligence artificielle en automatisant. Par exemple, du côté de la gestion de sinistres en assurance, on peut accélérer le remboursement. Et donc, c'est les enjeux de fast claim. Et puis, bien sûr, dans cette période, on a envie de s'assurer que nos clients sont satisfaits. On n'a pas envie de les perdre. Donc, il y a les enjeux autour de la prévision du churn, la prévention du churn. Donc, identifier les clients qui peuvent nous quitter de manière à avoir des actions de rétention pour les retenir. Et puis, aussi monitorer un petit peu la satisfaction des clients en utilisant différents types de données, que ce soit des données de texte, les emails, les données de voix ou plein de petits signaux qu'on peut capturer et qui mettent en avant qu'on peut avoir un problème de satisfaction de nos clients. Ensuite, il y a la partie risque. Alors, la partie risque, elle est très forte. En plus, maintenant, avec les PGE, tous les risques qui pèsent sur les entreprises dans cette période. Pour les banques, les assureurs, il y a différents outils qu'elles peuvent mettre en place. Bien sûr, les enjeux de stress testing, où DreamQuark travaille avec certains acteurs, les enjeux de risque de contrepartie, les enjeux de credit scoring, optimiser ces credit scoring de manière à pouvoir mieux identifier les entreprises qui risquent de faire défaut et pouvoir les accompagner. Et puis, tous les enjeux autour de la prévention du risque vont être extrêmement importants. Donc, identifier les entreprises qui sont à risque de manière à comprendre aussi pourquoi elles sont à risque et apporter des actions de prévention efficaces afin que dans cette période post-crise, on puisse sortir avec un maximum d'entreprises, un tissu, on va dire, entrepreneurial, un tissu économique qui reste fort. Il y a la partie asset management. Dans toute crise, il y a des opportunités. On a vu une période où c'était un petit peu difficile du côté de la gestion d'actifs. Donc, l'intelligence artificielle peut apporter pas mal d'aide sur des enjeux de gestion de portefeuille, faire des portefeuilles plus équilibrés, des portefeuilles plus performants. Bien sûr, dans cette gestion de portefeuille, c'est intégrer les dimensions ESG. Et puis après, par exemple, tout ce qui est autour de l'étude de la santé financière des entreprises ou l'étude stock picking en utilisant des données qui ne sont pas forcément les données auxquelles on a l'habitude, pas seulement des données financières, mais aussi des données extra-financières. Et puis après, alors je vais stopper sur la conformité, j'ai laissé un petit peu les sujets financiers, mais la conformité, dans cette période, on va vouloir optimiser sa conformité, réduire le poids de la conformité probablement. Et donc, il y a la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer ces processus de lutte contre le blanchiment, pour renforcer aussi tous ces systèmes de fraude. Alors, il y a déjà énormément de solutions qui utilisent de l'IA sur la fraude, mais c'est un cas d'usage qui est fort. Et puis après, des enjeux, par exemple, de détection des abus de marché, où aussi il peut y avoir de l'intelligence artificielle et des nouveaux modèles qui peuvent être extrêmement performants pour être encore meilleurs sur ces sujets-là. Donc, peut-être comment DreamQuark utilise l'intelligence artificielle responsable. Nous, ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, les entreprises aujourd'hui avaient des difficultés à passer des modèles en production. Ensuite, une fois qu'ils étaient en production, des enjeux autour du retour sur investissement, parfois liés à la présence de biais, des biais techniques qui font que derrière, les modèles ne sont pas aussi performants qu'on l'aurait souhaité. Donc, nous, on a construit une solution qui tire parti de toute l'expérience que l'on a tirée en travaillant avec des acteurs dans la banque, dans l'assurance depuis maintenant 6 ans. Et donc, on a une première partie, c'est l'identification de la donnée. Nos clients se posent souvent la question de quelle donnée est utile et donc ensuite, quelle donnée a une bonne qualité, quelle donnée je peux vraiment utiliser dans mon algorithme, donc leur donner la possibilité d'identifier les données pertinentes pour construire leur modèle. Ensuite, il y a un enjeu qui est comment je construis le meilleur modèle, quel algorithme j'utilise, quel algorithme est le plus adapté, est-ce que j'utilise une problématique de classification, est-ce que je fais plutôt de la régression, est-ce que effectivement j'ai bien ciblé la problématique que je voulais faire. Et puis après, il y a des enjeux techniques. Donc comment, si je suis un utilisateur métier, je peux utiliser cette intelligence artificielle sans avoir besoin de coder parce que je n'ai pas forcément les compétences en code, les compétences techniques pour utiliser cela. Et puis, je m'aperçois que mes data scientists, ils sont aussi pris par d'autres problématiques, donc un enjeu de pouvoir accélérer en donnant de la scalabilité. Ensuite, la question qui vient, c'est on a un modèle. Ce modèle, on a fait des tests, on a vu qu'il y avait un ROI de ce modèle. Maintenant, on veut industrialiser.
Industrialiser, ça demande de déployer le modèle en production, de ne pas rester dans l'environnement d'innovation, l'environnement de test, de passer en production. Et donc, l'enjeu est un enjeu de déploiement, un enjeu d'intégration qui sont très forts, avec bien sûr la sécurité qui vient à la clé. Et donc, chez DreamQuark, on a développé un outil qui s'appelle le One Click Deployment, où en fait, une fois qu'on a fait son modèle dans notre plateforme, en un clic, le modèle est déployé, on fournit une API, et ensuite, on peut intégrer cette API avec un CRM, avec un système de gestion de portefeuille, avec un système de lutte contre le blanchiment existant, un système d'alerting. Et donc, c'est extrêmement simple, c'est une plateforme ouverte qui permet de facilement intégrer l'intelligence artificielle à ces processus, parce qu'il faut effectivement que cette intelligence artificielle soit naturellement intégrée aux processus existants. Et puis, on passe à une quatrième partie. C'est maintenant quand le modèle vit, le modèle est déployé, viennent d'autres enjeux, des enjeux d'utilisation par des commerciaux, par des officiers de conformité, des enjeux de ce modèle rend compte de la nouvelle donnée, les clients changent, il y a des nouveaux comportements qui arrivent. Probablement, on voyait dans certains articles qui mettaient en avant que entre les algorithmes qu'ils avaient avant la crise et puis les algorithmes, les comportements pendant la crise, ils voyaient que les algorithmes ne fonctionnaient plus. Donc, c'est un enjeu de comment je suis agile, comment je change mon algorithme, comment je le réentraîne pour tirer parti de cette analyse de cette existence de nouveaux comportements. Et donc, il y a différents enjeux qui viennent, des enjeux d'auditabilité, des enjeux d'explicabilité, des enjeux de pouvoir mesurer la performance et l'évolution de cette performance dans le temps, d'avoir des indicateurs clés et des alertes qui vont permettre ensuite de gérer un réentraînement de modèle. Et puis, j'ai parlé d'explicabilité. Cette explicabilité, elle est clé. Elle est clé de manière à ce qu'un commercial, par exemple, sache pourquoi un client lui a été recommandé, être en mesure aussi d'utiliser cette explicabilité pour adapter son pitch commercial. Si c'est dans le crédit, c'est aussi être en mesure de donner à un client les raisons pour lesquelles le prêt n'a pas été accordé. Et puis après, il y a d'autres enjeux qui viennent et sur lesquels DreamQuark travaille et on va sortir des solutions prochainement là-dessus. C'est d'être en mesure aussi de dire à un client qu'est-ce qu'il aurait fallu changer pour, par exemple, entre une période où il n'est pas éligible à un prêt, qu'est-ce qu'il doit changer de manière à pouvoir être éligible à un prêt, ou si c'est un commercial, sur quoi il doit jouer de manière à pouvoir convertir un client s'il s'aperçoit qu'un client n'est pas prêt à être converti à une date donnée. Donc des enjeux forts, des enjeux de production, des enjeux actuels autour de l'intelligence artificielle, maintenant que l'intelligence artificielle arrive en production. Et donc DreamQuark fournit toute une palette d'outils, des outils autour de la sécurisation des données, parce que on voit les entreprises passer dans le cloud, elles ont toute une crainte, ces données, comment elles sont dans le cloud. Donc nous, on obfusque par exemple les données pour qu'elles soient prêtes à être utilisées dans le cloud. On fournit des outils de sécurité, des outils qui font que notre plateforme est une vraie plateforme d'entreprise. Ensuite, pour utiliser ces algorithmes d'intelligence artificielle, il faut préparer de la donnée. La donnée, elle existe souvent de manière brute, il faut l'utiliser. Et cette préparation de données, c'est toujours quelque chose de compliqué pour les utilisateurs métiers. Donc nous, on utilise une approche un petit peu double, avec parfois des data scientists qui peuvent intervenir pour les sujets les plus compliqués, des algorithmes qui vont prendre en charge une partie de cette préparation de données de manière automatique, et puis aussi d'autres outils pour qu'un utilisateur métier un petit peu à la Excel puisse faire certains choix qui sont pertinents pour lui, dont il a la compréhension, sans avoir forcément à recourir à un data scientist, et de manière à ce que les métiers soient parfois aussi un petit peu plus autonomes. Ensuite, donc, on fournit des interfaces très simples, une UX qui est adaptée, optimisée, faite pour qu'elle soit prise en main, donc facilement par quelqu'un qui n'a pas des compétences en programmation. Nous, on est dans un enjeu de démocratisation. Dans ces piliers, justement, de l'intelligence artificielle responsable, la démocratisation est essentielle. Ensuite, viennent la capacité à déployer le modèle. Ce que j'expliquais, cette approche en one-click deployment, donc déploiement en un clic, qu'on verra après avec Jérémy. Viennent les enjeux d'explicabilité une fois que le modèle est déployé. Donc, nous, on fournit
sur ça, pour chaque décision qui est prise, des éléments qui permettent de comprendre comment le modèle a pris sa décision, sur quelle variable il s'est appuyé, puis des enjeux de biais. Alors, on a une partie qui est identifier les biais en amont de manière à ce que ces biais soient corrigés avant d'être intégrés aux algorithmes, et puis au fur et à mesure de l'utilisation du modèle, et pouvoir les identifier avec des nouvelles technologies qui vont sortir prochainement sur la fairness, de manière à s'assurer que voilà, on traite de manière absolument équitable l'ensemble des clients. En tout cas, que si il y a une différence de traitement, elle est sur des critères acceptables, qui sont par exemple un salaire. On ne va pas donner un prêt qui va faire qu'une personne va pas pouvoir le rembourser juste pour des raisons d'égalité, mais par contre l'équité sera présente. Et puis après aussi donc les enjeux de stabilité dans le temps. Un modèle, ça vit, et donc il faut être en mesure de mesurer comment ce modèle vit, et donc on fournit aussi des outils de manière à ce que cette plateforme soit vraiment une plateforme essentielle qui intègre au cœur de la stratégie de nos clients l'intelligence artificielle responsable, qui l'opérationnalise et qui fait que au jour le jour, ils sont en confiance que les algorithmes qu'ils déploient sont en lien avec les recommandations donc de l'Europe. Et ces recommandations de l'Europe, pourquoi c'est important maintenant, c'est qu'on voit l'AMF ou les régulateurs qui sont en train de prendre en main ces recommandations. L'AMF a sorti très récemment donc aussi des recommandations autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle éthique. On voit par exemple à Singapour la Mass Monetary Authority de Singapour qui met en avant des principes très simples, FIT, Fairness, Ethics, Transparency, Accountability, qui sont voilà, une vision opérationnelle de ces principes européens. Et donc les régulateurs prennent ça en main. Donc il faut se préparer. Alors pour l'instant, ils ne sont pas encore dans l'approche de réguler, d'amener à ce qu'il y ait des index, etc. Mais ils demandent aux entreprises de prendre en main ces enjeux de manière à aller vers une accélération de l'utilisation d'intelligence artificielle dans tous leurs métiers. Je vais peut-être rapidement présenter quelques retours de nos clients sur l'augmentation de leurs ventes, sur la réduction du churn qu'on voit. Alors, il y a plusieurs étapes. Il y a une partie qui est, bien sûr, faire en sorte que les algorithmes nous recommandent, par exemple, dans le churn, les clients qui sont susceptibles de partir. Et c'est ce sur quoi DreamQuark est mesuré. Et puis après, il y a un enjeu, c'est s'assurer que les commerciaux, les équipes de relations clients prennent ces recommandations et sont en capacité de les transformer et de s'assurer qu'effectivement les clients sont retenus parce qu'il y a eu les bonnes actions de rétention qui ont été mises en place, il y a eu les bons discours commerciaux qui ont été mis en place. Mais ce qu'on voit, c'est que grâce à notre solution Brain, on augmente l'intérêt des clients, on identifie très bien les clients qui partent en réduisant le nombre de clients qui doivent être contactés. Et donc, il y a des ROI importants à la clé et des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, puisque ensuite les clients choisissent de passer nos solutions en production après avoir mesuré différents KPI, le ROI, l'efficacité de la plateforme, le nombre de clients effectivement sur le départ qu'on a pu identifier, le nombre de clients qui ont effectivement été intéressés par les produits qui ont été recommandés grâce à notre plateforme. Et donc, il y a plein d'indicateurs qui sont mesurés qui permettent à nos clients de se décider, de se décider vite pour ensuite passer nos solutions en production. Le deuxième enjeu de ROI pour nos clients, c'est un enjeu d'efficacité, un enjeu d'accélération. Donc, plutôt que de faire un projet qui va durer des mois où on va devoir coder, il va y avoir plusieurs personnes qui vont être impliquées dans ce projet, on peut, nous, en quelques jours, construire des modèles. Généralement, voilà, l'utilisation de la plateforme pour faire un modèle, c'est maximum 2 semaines où le modèle est fait, le modèle est est déployé. Et puis après, on passe dans la phase déploiement où là, le modèle va être connecté aux interfaces de nos clients et là, être utilisé plus en run, mais on accélère la partie donc construction de modèles, déploiement de modèles. On augmente la réussite du déploiement des modèles. Et puis ensuite, on fournit des très bonnes explications et scores qui font que nos clients savent se focaliser sur leurs meilleurs clients. Et donc ça, c'est aussi un autre élément de ROI,
c'est l'accélération et on va continuer à travailler sur cette accélération en facilitant, en accélérant le travail autour de la préparation de données parce que c'est un enjeu important. Voilà, je vais stopper ici. Je vais ensuite passer à Jérémy pour une petite démonstration et ensuite on passera donc à un retour d'expérience avec Franck. La solution qu'on a développée, bon, elle est déjà déployée chez de nombreux clients. L'idée, c'était d'utiliser voilà, des nouvelles données, de montrer qu'effectivement, avec des données ESG, avec donc, de l'intelligence artificielle, on est en mesure d'accélérer effectivement l'identification de clients qui sont appétents à ces sujets. C'est un enjeu pour les banques. Il y a eu un gros travail qui a été fait autour de la gestion d'actifs sur ce sujet, donc soutenabilité. Maintenant, il faut passer à la distribution, où on voit qu'il y a encore un gap entre ce que les acteurs aimeraient faire et la réalité. Et donc, l'idée de DreamQuark, c'est effectivement de combler ce gap. Et on ne le fait pas seul parce qu'on n'y arriverait pas seul, donc on le fait avec Atos. Et ce que je propose maintenant, donc, c'est de présenter notre collaboration, donc de laisser Franck Coinon présenter un petit peu notre collaboration, ce qui a fait qu'on a voulu renforcer un peu plus la collaboration avec Atos depuis maintenant qu'on parle, ça fait quelques mois qu'on discute ensemble, et puis proposer ce type de solution à nos clients communs, parce qu'on voit, d'ailleurs on voit un intérêt fort, donc c'est quelque chose qui répond à un besoin, et donc laisser maintenant la parole à Franck. Merci Nicolas. Donc peut-être en fait commencer en fait par parler finalement de notre historique de collaboration. Avec DreamQuark, en fait, on a commencé en fait nos premières collaborations en fait il y a à peu près en fait je pense 2 ans. Et en fait c'était dans le cadre en fait d'un atelier d'innovation pour le compte en fait d'un de nos grands clients en fait assurance. Et en fait ça a tout de suite en fait été bien fonctionné en fait, c'était un succès parce qu'il y a eu en fait beaucoup quelque part des retours très positifs de la part du management en fait de ce client, et donc on a commencé en fait à travailler ensemble. Et donc ça c'était effectivement finalement la première étape de notre collaboration. Après, la deuxième chose en fait qu'on a faite, c'est le fait qu'on a et ça a été annoncé assez récemment, c'est le fait que DreamQuark a rejoint en fait le programme Scaler qu'Atos a lancé. Scaler, en fait, c'est un programme, c'est un accélérateur en fait pour les startups. Donc DreamQuark a fait partie des 2 compagnies qui ont été retenues pour en fait le marché banque et assurance au niveau global en fait chez Atos. Et donc l'idée de ce programme, c'est vraiment de pouvoir intégrer dans notre portefeuille les solutions en fait de nos partenaires startups, et également de leur donner accès à l'ensemble de notre portefeuille en fait de clients. Voilà. Donc ça, c'était je dirais, c'est l'étape qui vient en fait se passer. Ça a été annoncé, il y a une communication là-dessus il y a quelques jours. Après, le troisième sujet qui est important, c'est effectivement cette collaboration dans le cadre de Sustainable Investment Brain, cet algorithme en fait qui permet de sélectionner en fait des investissements responsables en fait pour le compte en fait de nos clients. Et en fait, c'était parti d'une idée relativement simple. C'est le fait que les stratégies par rapport à ce sujet en fait de développement durable entre en fait DreamQuark et Atos en fait étaient alignées. Atos en fait l'année dernière avec son nouveau CEO Elie Girard a annoncé en fait une stratégie, un positionnement autour en fait d'un digital sécurisé et durable. Voilà. Nicolas a expliqué en fait que DreamQuark a cette même idée par rapport en fait au développement en fait de l'IA. C'est un IA en fait responsable, mais également un IA qui sert en fait la décarbonation quelque part des activités en fait de nos clients. Et c'est pour ça en fait qu'on a eu l'idée dans le cadre justement des Atos Tech Days, hein, qui est notre principal événement d'innovation externe en fait de l'année, de monter en fait cette démo ensemble sur Sustainable Investment Brain. Voilà, c'est un petit peu ce que je peux dire en introduction là-dessus, Nicolas.
Donc, aujourd'hui, peut-être, Franck, ce qui serait intéressant de présenter un peu, c'est la vision que tu as de l'intelligence artificielle dans le secteur financier. Comment tu as vu au travers des différentes discussions cet intérêt et comment toi tu vois un peu ces sujets évoluer. Je pense qu'on est d'accord qu'effectivement on a besoin de plus d'intelligence artificielle responsable et c'est pour ça aussi qu'il y a cette stratégie d'Atos. Comment tu vois ça toi de ton côté? Alors je dirais que je pense qu'en fait que cette histoire en fait d'IA responsable, elle est complètement au cœur en fait quelque part des préoccupations. En tout cas en fait au cœur de nos préoccupations en fait chez Atos parce que dans le cadre en fait de nos réflexions à moyen terme, on a vraiment en fait compris qu'on était passé d'une époque où on se posait la question ou que ce qu'on pouvait faire avec la nouvelle technologie à une époque où maintenant on se pose la question de que ce qu'on doit faire avec la technologie, en prenant en considération les impacts que ça peut avoir sur la protection des données, sur, je dirais, le respect de la vie privée, sur voilà, tous les impacts que ça a sur la société et sur les hommes. Donc ça, nous, on l'a pris en compte. Après, en fait, je pense que du point de vue de la gouvernance, en fait, chez nos clients, on voit que c'est des sujets qui progressent. Après, je pense que ils n'en sont pas encore là. Il y a encore en fait des vrais sujets, je pense en fait de ROI et de comment dire euh, et d'implémentation complètement parce que je pense qu'il y a l'intérêt il a jamais été aussi grand donc en fait les portes sont grandes ouvertes en revanche la transformation reste compliquée pour comment dire pour différentes raisons mais la raison qui vient en premier c'est souvent en fait que finalement le ROI est pas suffisamment évident et en fait, là, il y a vraiment je pense, un changement quelque part culturel à avoir dans les entreprises pour qu'on passe d'une logique de ROI à court terme à vraiment une logique de transformation à moyen terme avec des KPI qui ne sont pas en fait uniquement du ROI. Donc c'est vraiment une histoire de conduite du changement, c'est mon sentiment en tout cas. Ok, merci beaucoup. Et je pense que là, il nous reste 10 minutes au total. Je vois qu'il y a quelques questions et j'imagine qu'il y a peut-être d'autres personnes qui veulent poser des questions. Donc, je vais déjà prendre les deux questions que je vois. Donc, une première question de Xavier Vamparis sur les biais techniques et les biais dans les données. Quel type de biais qui explique principalement que les modèles ne sont pas déployés ou le sont avec des résultats insatisfaisants. Donc, ce premier sujet, je dirais que, en fait, à court terme, les entreprises ne se sont pas forcément préoccupées de ces biais. Donc, les modèles qui sont passés en production intégraient des biais. Il y a eu pas mal d'exemples de ce cas. Alors, il n'y a pas que dans le secteur financier. Hein, c'est un sujet qui est beaucoup plus vaste. On voit des solutions qui montraient une très forte performance lorsque elles étaient construites, lorsqu'elles étaient par exemple construites sur de la donnée. Bon, il y a un exemple de données de santé, c'est parce que Dream Quark a travaillé à l'époque sur ce sujet lorsque c'était au début de l'entreprise, c'est sur la rétinopathie diabétique et il y a eu un article qui a été sorti à un moment donné de Google sur une application qui permettait de détecter mieux que n'importe qui avec 98 ou même plus % de précision. Et puis ensuite, ils sont aperçus que voilà, il fallait utiliser, la mettre dans les mains des utilisateurs. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, la donnée qui était utilisée pour construire les modèles était la donnée très propre et ça correspondait pas à la donnée réelle avec des prises de photos qui sont floues, jamais bien prises, avec parfois des erreurs. Le système qui prend juste une toute petite partie de la photo, alors que le système, lorsqu'il a été entraîné, prenait l'ensemble de la photo. Donc, avant que l'intelligence artificielle soit déployée, souvent, les acteurs ne se préoccupent pas des biais et ils arrivent à un cas où là, le modèle ne marche pas en production, il n'y a pas les résultats attendus et on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui a mal été fait. Ou alors on se dit, ou alors certains acteurs se disent, en fait, l'intelligence artificielle, c'est complètement stupide, ça sert à rien, ça apporte pas de valeur. Pour apporter cette valeur, il faut effectivement un travail important.
nous, on a choisi de l'intégrer dès le départ et d'alerter l'utilisateur de manière à ce qu'il soit conscient de ces biais. On ne prétend pas encore aujourd'hui mettre en avant tous les biais qui sont possibles, mais on travaille à les mettre en avant au fur et à mesure de plus en plus. On a commencé par des biais techniques qui sont souvent la principale source d'erreurs des modèles. Ensuite, le prochain, ça va être les biais autour de l'équité. On s'aperçoit que les clients peuvent avoir de la performance sans avoir nécessairement l'équité en compte. L'objectif, c'est de balancer la génération de performance et le fait que les clients sont traités équitablement. Il y a plein de façons de les corriger. On choisit une première approche qui est une approche a posteriori. Puis après, il y a des approches par de l'entraînement, des enjeux autour de la fairness et des enjeux de définition. On s'aperçoit qu'il y a plusieurs définitions possibles de cette équité. La façon la plus simple de traiter l'équité, c'est de se dire, on ne met pas forcément, si c'est une question de sexe, le sexe homme-femme dans le modèle, et donc on a un algorithme qui est aveugle. On s'aperçoit néanmoins que lorsqu'on le fait, ça pose aussi des problèmes parce que les données, il y a des biais qui ne sont pas aussi évidents, mais au travers des corrélations, où on peut avoir des biais qui sont introduits alors qu'on a pu se dire, tiens, je traite de la même façon un homme et une femme parce que je n'ai pas cette information. Sauf qu'au travers d'autres comportements, on peut éventuellement parfois être en mesure de l'identifier et traiter différemment les individus, ce qui amène à ce que la donnée soit le même biais. Donc, le principal biais aujourd'hui qui amène à ce qu'il n'y ait pas de ROI, pour finaliser, être très clair, c'est des biais techniques où en fait on a une donnée qui est lorsqu'on construit le modèle qui donne une très très forte performance. Alors, on se dit j'ai un super modèle, je le déploie et là la performance elle baisse. Parfois ça, en fait, on s'aperçoit que en enlevant cette variable-là, le modèle tel qu'il avait été construit était aléatoire. Donc ça demande, si on le fait bien, d'enlever dans un premier temps toutes les données qui amènent ces biais. Ensuite, avoir une vision sur la performance réelle du modèle tel qu'il serait en production. Et nous, on voit que grâce à ce processus-là, entre la donnée, donc le modèle qu'on fait et le modèle où on est en production, on a de manière assez similaire les mêmes performances. Donc, c'est un enjeu assez fort. La deuxième question qu'il y a donc de Bertrand, c'est, alors les données sont sur Google Cloud, Azure, AWS, cela ne pose pas de problème aux clients en termes de souveraineté. Je suis tout à fait d'accord, la souveraineté, c'est un enjeu clé. C'est un enjeu où Dream Quark a aussi envie de peser. On a besoin d'être plus souverain en Europe sur ces sujets d'intelligence artificielle. C'est une des raisons pour lesquelles on travaille avec Atos et on partage cette vision avec Atos de souveraineté sur les sujets d'intelligence artificielle. Et je pense que enfin, cette question est en train d'être prise en main, en tout cas dans la communication, elle est manifeste. Je pense que Thierry Breton, l'ancien CEO de Atos, a parfaitement compris les enjeux de la souveraineté et les manifeste. Et je pense que c'est très, très positif. Néanmoins, alors nous, pour être transparent, la première chose qu'on fait avec nos clients, c'est qu'on a une plateforme on-premise où la plateforme se déploie chez nos clients. Ensuite, on voit quand même que tous nos clients passent sur le cloud, donc on est obligé d'intégrer ça. Et puis, c'est des enjeux d'efficacité aussi pour une entreprise comme Dream Quark en termes de déploiement, de correction, de mettre à disposition plus rapidement les nouvelles versions à nos clients. Donc, nous, on a développé un outil qui permet d'obfusquer les données, qui en fait est installé chez le client. C'est invisible pour lui. Il met ses données, les données sont transformées et lorsqu'elles arrivent sur le cloud, elles sont sous une forme qui est exploitable par nos algorithmes et où en fait tout le sens métier a disparu ou en partie. Et lorsqu'on remonte à nos clients, le client peut avoir les résultats qui sont clairs et après il fait ses décisions sur la base des résultats. Il peut dire tiens, cette variable-là, de ce fait, par rapport à ce qui est remonté, je vais l'enlever. Je vais rajouter cette information-là jusqu'à avoir un modèle qui est pertinent. Puis après, on a d'autres enjeux de sécurité qui sont très forts chez nous. Les deux dernières fonctionnalités, l'une des dernières fonctionnalités, c'est autour du SSO, donc s'assurer qu'on puisse intégrer toutes les façons de se connecter à des annuaires internes et de gérer les rôles de manière
à s'assurer que seules les personnes autorisées puissent avoir accès à la donnée. Il y a bien sûr tous les sujets d'encryption, etc., qui sont très forts. Donc, on fait en sorte que la donnée de nos clients ne parte pas à l'étranger et on le fait de manière forte pour leur donner les bénéfices cloud et en même temps les bénéfices de sécurité de leurs données. Et Nicolas, oui. si je peux ajouter aussi, il faut dire que les pratiques en termes de fournisseurs de cloud aussi évoluent. Les AWS et Google proposent également maintenant d'héberger en fait les données en Europe, avec des data centers qui sont effectivement en Europe. Et aussi, il y a une initiative en fait franco-allemande en termes de cloud européen qui s'appelle GaiaX, voilà, sur lequel également nous on est très moteur, voilà, et qui peut répondre justement à cette problématique de souveraineté. Alors ensuite, il y avait, on parlait d'une taux de transformation de 0,4 CT dans quel secteur du monde financier, donc des exemples de taux de transformation en assurance vie. Alors nous, on travaille bien sûr dans la banque, le wealth management, l'assurance vie. On est en train d'ouvrir aussi aux gestionnaires d'actifs plus largement. Et donc en assurance, des cas qu'on a sur les problématiques, on a les problématiques de lutte contre le blanchiment, par exemple en assurance vie. On travaille pour pousser des solutions d'investissement, alors gestion d'actifs, mais aussi pousser des produits d'assurance vie. Dreamquark n'est pas seulement présent en Europe, on est en train de développer vers Singapour et le Japon. Donc on a levé 10 millions plus de 10 millions, 14 millions au total entre de l'equity et de la dette en fin d'année dernière, de manière à accélérer. Et de notre côté, donc, on travaille en avance avec des acteurs de l'assurance vie au Japon. On ne travaille pas encore avec eux, mais on pousse dans cette direction. Et donc, voilà, il y a des cas d'usage. Des cas d'usage qu'on pousse aussi pour l'assurance vie, c'est tous les sujets de décollecte qui sont forts, ou d'identifier les clients qui, au contraire, dans cette période où l'épargne est plutôt plébiscitée, de faire en sorte qu'elle aille vers l'assurance vie plutôt que sur d'autres formats. Voilà, je pense qu'on est pile à la fin. Donc merci beaucoup Franck, merci beaucoup Jérémy, merci beaucoup le Francia, Gaël de nous avoir permis de présenter, et puis merci beaucoup à tous les participants. On est très heureux de vous avoir avec nous, d'avoir pu partager ce moment avec vous. Merci pour les questions, Xavier, Bertrand et Christophe que je connais bien, et toujours très pertinentes. Et donc, à très bientôt pour continuer d'échanger. Merci. Merci à tous. Merci. Merci à tous.